Ce soir, le thème des dépendances, un thème que je connais un petit peu par mon expérience. Après, je vais vous apporter des éléments de réponse selon ma vérité. Alors, les dépendances, ben oui, c'est ce que je disais, c'est basé sur la notion de manque. Ah, de manque de quoi? De manque d'amour, de manque de confiance en soi et de manque de confiance en la vie. Tout ça fait que ben, il y a un moment de notre existence où on est amené à vouloir aller chercher à l'extérieur quelque chose qu'on a l'impression de ne pas avoir à l'intérieur. Donc on va essayer de venir combler par du chocolat, des câlins, une cigarette, un petit verre ou autre. Le manque n'existe que dans le monde égotique. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être un personnage qui est en manque de quelque chose, qui a besoin d'une substance pour être mieux. Alors comment ça se passe? Il peut y avoir un conflit avec une personne au travail ou dans la rue ou avec ses amis, et puis on va encaisser la chose et puis on va dire ben moi j'ai été blessé par ceci, j'ai été blessé par cela. Alors il y a une charge émotionnelle qui est là et au lieu de venir l'accueillir, eh bien on va aller prendre la mousse au chocolat ou que sais-je, et puis on va s'en enfiler 3 ou 4 et puis ça va aller mieux après. On va être bien. Alors au lieu de faire silence et puis au lieu d'être bien présent et d'aller venir un petit peu voir ce qui se passe, quelle est la sensation que j'ai de cet inconfort-là, eh bien, on va venir pallier par des doudous, voilà, comme peuvent avoir les enfants. Et puis, alors ceci étant, on va prendre sa dose, on va prendre ce qu'il nous faut, et puis après, ben, effectivement, ça va mieux. Et puis, ben, on passe à la suite. Prise de conscience par prise de conscience, vous allez réussir à sortir de ça. Ça va peut-être nécessiter des sevrages, mais qu'importe. Si la machine est lancée, vous allez forcément réussir à passer au-delà de ça. C'est une forme de pouvoir en fait qu'on donne aux produits pour venir combler un vide. Oui. Et c'est une façon de reprendre son pouvoir quelque part que de s'en libérer. Oui, tout à fait. Alors on peut aborder la notion de pouvoir créateur. Et la source nous apporte tout, on l'appelle le divin, ou on l'appelle le Dieu, ou ce qu'on veut, l'intelligence universelle. Nous apporte tout. Sauf que nous, on pense que non. On pense qu'on est séparé de ça, on pense qu'on est séparé de la source. Et on va aller se créer des scénarios de vie, des masques, des personnages, je suis quelque chose, qu'est-ce que tu as en ce moment? Je suis malade. Bon, ben c'est bon, j'ai un personnage. Alors qu'il n'y a rien de tout ça. Il y a le fait de se penser coupé de tout vous amène à vous mettre dans des situations de j'ai besoin de quelque chose, il me manque quelque chose, j'ai besoin de venir pallier à ça. Et le mental en fait va... Enfin moi ce que j'ai observé c'est que beaucoup de gens par exemple pour la cigarette vont prendre une cigarette parce que ça va les calmer, alors qu'on sait très bien que physiologiquement c'est un excitant donc c'est complètement le contraire. Sauf qu'ils ont tellement projeté que c'était quelque chose qui les calmait, ils ont donné ce pouvoir-là à la cigarette quelque part. C'est exactement ça. C'est la personne qui fume la cigarette, je le dis en consultation quand je reçois des personnes qui fument. La personne qui fume la cigarette, quand elle la prend, si la personne prend la cigarette et que pendant toute la durée où elle va fumer, elle est dans un état d'extase pas possible et elle est complètement divinement amoureuse de tout le monde et et de la terre entière, ben ok. Sauf que ça n'arrive pas, c'est jamais ça. C'est tiens, j'ai un souci, tiens, je suis stressé, tiens, il y a l'autre là-bas qui m'a envoyé des pics, ben, je vais me fumer une clope et ça va aller mieux. Il se passe quoi après, derrière? Il se passe rien du tout parce que la cigarette est éteinte.
Et le problème est toujours là. Sauf qu'il y a eu 2 minutes où ah bah je me sens mieux, ça y est, j'ai pu m'isoler. J'avais un collègue de boulot qui disait que lui ça l'aidait à réfléchir. Alors moi je veux bien. Mais bon. C'est souvent lié à une histoire de malheur aussi. On a toujours été malheureux de quelque chose où ça ne devait pas se passer comme ça. Il y a eu, j'avais prévu qu'il se passe quelque chose, j'avais prévu qu'il se passe ça dans ma vie, j'avais prévu qu'à cet événement-là, il se passe ça, et finalement ça ne s'est pas passé. Donc ben, je vais venir compenser, je vais venir aller boire, fumer, aller chercher de l'affection quelque part. C'est exactement ça. C'est aller chercher ailleurs quelque chose qu'on a déjà en soi. Sauf que c'est sûr que c'est plus facile d'aller chercher à l'extérieur quelque chose que de faire silence à un moment et de se dire ok, qu'est-ce qui se passe là concrètement, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que là, la cigarette, là, au lieu de la prendre et de l'allumer directement, si j'attends 5 minutes, si j'attends même 2 minutes, je la prends, je ferme les yeux et je vois. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, là ça va pas. Si, ça va très bien. Sauf que ça, tu refuses d'aller le voir, ou tu refuses d'avoir ces 2 minutes peut-être d'inconfort qui vont te permettre de passer à un niveau de conscience supérieur, ou de passer à autre chose, ou de pouvoir un petit peu apprendre à te connaître plus, ou à plus aller voir les émotions réelles que tu peux avoir. Au lieu de ça, ben, l'occasion qui t'est donnée entre le moment où tu prends la cigarette et le moment où tu l'allumes, ben, si tu allumes ta cigarette, tu ne te donnes pas à ce moment-là. Alors, c'est pas grave parce que des cigarettes, tu peux en acheter plein, et tu peux te donner plein d'autres moments tu peux te donner plein d'autres occasions d'aller investiguer ça. Mais après, il faut le faire. Il faut la prendre la cigarette et attendre un petit peu. Ça, l'ego, il va tout faire pour faire ça dans une rapidité phénoménale qui va vous faire passer du coq à l'âne. Vous allez passer à autre chose et ben non, hop, c'est bon, ça va mieux. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine cigarette. Mais c'est pareil pour les dépendances affectives. Hein. Les gros moments de tristesse et les câlins qu'on vient chercher à gauche et à droite. Ah bah oui, on vient réconforter la personne, mais est-ce que c'est vraiment productif? Alors peut-être que oui, il y a un moment il y a besoin d'avoir une épaule pour pleurer, mais ce temps aussi où la personne s'effondre et est complètement dans son malheur, est-ce que ce moment-là aussi, là, cet intervalle-là, ça ne lui permet pas, lui, de voir où est-ce qu'il en est dans ses émotions par rapport à telle situation? Et est-ce que ça ne va pas lui être plus salutaire de passer 10 minutes ou un quart d'heure tout seul, plutôt que dès le premier petit accroc, venir, hop, il me faut quelqu'un, il me faut un bisou, il me faut ceci, il me faut cela. Là, peut-être qu'à ce moment-là, il fallait peut-être plutôt rester seul avec toi et puis aller voir ce qui se passait. Si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que le schéma il est le même, que ce soit une dépendance, je prends l'exemple à la cigarette, à l'alcool ou quelque chose qu'on fait plusieurs fois par jour, que je ne sais pas, une personne qui, moi par exemple, je vais m'énerver au travail et en rentrant le soir, je vais vouloir manger du chocolat. Ça m'arrive une fois toutes les 2 semaines, mais si je comprends bien, le schéma c'est exactement le même. Si je fais ça une fois toutes les 2 semaines, ou si je fais ça plusieurs fois par jour parce que j'ai juste besoin. Oui, c'est le même. Sauf qu'on va attacher moins d'importance par exemple, à la personne qui fume. On va attacher moins d'importance à la personne qui mange du chocolat qu'à la personne qui fume. On va attacher moins d'importance à la personne qui fume qu'à la personne qui boit ou qui shoot. Le décor est exactement le même, mais la fréquence c'est pareil, c'est exactement la même chose. Si vous arrivez et que vous êtes mal et que vous littéralement vous vous vengez sur le chocolat en mangeant 3 kilos, et puis ah ben ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux pendant 2 heures, et puis après vient l'heure de la culpabilité en plus.
Parce que, ah mince, j'aurais pas dû, et puis je vais prendre du poids, et puis machin, etc. Ok. L'ego, pour l'instant, lui, il a gagné. Il a gagné 2 heures. Pendant 2 heures, lui, il se dit, bon, ben, à la fin, ben, j'ai eu chaud, mais je suis toujours en vie. J'ai une deuxième question du coup. Le chocolat, la clope et l'alcool et tout ça, bon, je ne vais pas dire que le chocolat c'est nocif, mais soit ça fait grossir, soit c'est pas bien pour la santé, soit quelque chose. Si je choisis quelque chose d'autre si je choisis par exemple la salsa, si je me sens pas bien, je suis énervée, je vais danser pour me sentir mieux et me calmer. C'est peut-être quelque chose qui va me faire du bien, mais je fuis quand même. Oui, tu fuis. Tu fuis. Donc l'idée n'est pas... Donc dans l'idée, ça serait de rester voir quelle sera la bonne action en fait, à faire si jamais je me retrouve dans cette situation, parce que je vais toujours chercher quelque chose à faire. Je vais chercher à l'extérieur, je vais aller chercher à faire... il faut que je fuis la situation, tiens, je vais aller me changer les idées. Parce que c'est ça qu'on fait. Est-ce que je peux passer là un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures à essayer de ressentir un petit peu ce qui se passe, ou est-ce que ah bah non, je veux pas voir du tout ce qui se passe, je pars, je vais danser, ou je me prends 3 tablettes de chocolat, ou un paquet de cigarettes, ou autre. Ça ne demande pas forcément de la rigueur, mais ça vous demande de l'honnêteté, en fait. Je vois que ça va mal, mais oui, ça va mal. Après, c'est l'ego qui va mal. Hein. Mais oui, je me sens pas bien, ben ok, pause. On fait un arrêt sur image et on prend le temps. On prend du temps pour soi. Il n'y a personne qui le fera pour vous. Et bien sûr qu'il va y avoir la tentation partout. Viens, je vais te changer les idées. Toutes les copines, elles s'appellent. Oui, quelquefois, on sait pas ce qui va pas. Ouais. Et peu importe d'avoir la... Il n'y a que l'ego qui va vouloir des explications, qui va vouloir analyser, qui va vouloir savoir le pourquoi du comment, et etc., faire une analyse de... Si tu cherches absolument à avoir une réponse à la question que tu poses, tu te coupes de la possibilité d'avoir la réponse, en fait. Donc en fait, il faut aller voir ce qu'on ressent. Essayer de sentir ce qu'on ressent, par exemple, si ça nous tord le ventre, si il y a une peur qui apparaît ou des choses comme ça, et juste regarder. Oui, c'est ça, regarder, accueillir ça ou accepter, et puis c'est là. On prend le temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas là? Où est-ce que ça me tord les boyaux? Où est-ce que j'ai mal où? Et en mettant de la conscience là-dessus, il va y avoir une dissolution. Une dissolution de la boule. Alors ça va peut-être mettre plus ou moins de temps à partir. Mais forcément que ça va partir. Vous allez littéralement faire rentrer de la lumière. Et ça va venir illuminer les zones d'ombre. Et derrière ça, il y aura une vraie libération, il y aura un... Ok. Hop. Ça c'est parti. On reviendra peut-être une autre fois, mais c'est pas grave. J'imagine pour les personnes qui veulent par exemple l'alcool ou la clope, enfin, on est tellement énervé que je pense qu'il n'y a pas de calcul, ça se calcule pas. On voit le truc, on l'a appris, c'est déjà fait, quoi. Donc il y a tellement ce besoin où il n'y a pas le temps de se poser et se dire pourquoi est-ce que je vais prendre cette clope ou pourquoi est-ce que je vais prendre cette tablette de chocolat. Ça se fait comme ça. Ouais. Sauf qu'à partir de demain, ça sera plus comme ça maintenant. Oui, mais c'est pas facile
C'est pas facile, Ouais, mais c'est faisable. C'est simple. C'est le temps où vous êtes complètement énervé et le temps où tu vas te diriger vers le frigo. Avant d'ouvrir la porte, peut-être que tu vas tenir la poignée et que on va te dire bah non, non. Ça fait 3000 fois que je fais comme ça. Ça fait 3000 tablettes de chocolat que je m'envoie et c'est toujours la même. Donc est-ce que là je m'offre la possibilité de voir un peu ce qui se passe quand je laisse un peu de délai entre les deux. On ne dit pas que tu vas pas prendre un carré, deux carrés, trois carrés. C'est pas ça. Peut-être que tu vas les prendre ce jour-là. Mais en tout cas, le délai que tu auras mis entre eux, je veux y aller, et puis ben non, j'attends. Je vais voir. C'est pas grave, tu vas peut-être te mettre à pleurer devant le frigo. Tu vas être en colère, tu vas hurler. Bah oui. Mais qu'est-ce que tu veux après? Tu veux être en mode automatique pendant 40 ans et toujours ouvrir ton frigo à chaque fois qu'il y a un problème et j'engloutis et après, voilà, on voit ce qui se passe? Ou est-ce qu'il y a un moment, si tu veux débloquer la situation, il va bien falloir faire différemment? Tu ne peux pas avoir un résultat différent si tu restes dans tes automatismes. Donc, ce que ça implique, c'est une certaine prise de conscience de la part de la personne qui est dans l'addiction, par exemple. Ouais. Donc, il faut qu'il ait envie Oui. de ça. Oui. Parce que très souvent, alors moi, ceux que je vois qui sont dans l'alcool ou dans le tabac, c'est très bien comme ça. Ouais. Ils ne demandent rien de plus. Parfois, ça les apaise et c'est très bien comme ça, ils ne veulent pas aller chercher. Ouais. Donc, comment les amener, tu vois, à se donner ce petit temps ou leur demander faudrait leur demander d'observer avant de prendre. Ce qui se passe. C'est ça qui est difficile en fait, c'est d'amener à cette prise de conscience. Là, tu parles dans le cas où une personne veut vraiment arrêter ou si elle ne sait pas trop. S'il n'y a pas une volonté totale de la part de la personne, le résultat il n'y en aura pas. Il faut une volonté. Il faut quelque chose qui vienne te pousser à faire différemment. Les personnes qui ont envie d'arrêter mais pas de trop, ils n'arrêtent jamais. Il y a les personnes qui fument là. Ils viennent, je voudrais bien arrêter, mais je compte sur toi. Je compte sur toi pour m'aider à arrêter. Ah oui, alors moi je vais te dire comment faire. Il faut qu'à chaque fois que tu veux prendre une cigarette, t'attendes 1 minute entre le moment où tu la prends et le moment où tu l'allumes. Mais pas 1 minute en regardant les oiseaux, en regardant à l'intérieur. Tu poses ta cigarette et puis tu viens voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que tu en as vraiment envie ou pas? Et puis après, est-ce que en termes de pouvoir, est-ce que le fait qu'un petit bâton comme ça de 8-10 cm, est-ce que c'est ça qui dirige ma vie? Est-ce que c'est ça qui... Parce que c'est quand même à cause de ça que le dimanche après-midi, je vais faire tous les bureaux de tabac de Loire-Atlantique parce qu'il m'en reste plus que 10 dans mon paquet. Et je sais pas grave, j'en fume que 5 par jour, mais on sait jamais, tu vois. Il y a l'espèce de crise d'angoisse de je vais plus en avoir. Et ça demande une vraie volonté d'arrêter. Hein. Alors il y a des personnes des fois qui accompagnent ces gens-là où il faut qu'il arrête, il faut qu'il arrête. Bah oui, mais si lui il n'a pas envie, il n'y aura rien. Et puis il y a beaucoup de gens quand même qui disent alors j'ai essayé d'arrêter de fumer, alors j'ai fait l'auriculothérapie, l'hypnose, les patchs, rien ne marche. Donc en fait, ils remettent en fait là le pouvoir à l'extérieur. À l'extérieur. C'est ça. Et de toute façon, il y a que les autres qui vont pouvoir m'aider. Moi, je suis pas capable. Moi, j'ai zéro pouvoir. Alors la cigarette a du pouvoir sur moi. Ça m'est tombé dessus comme ça. Tu vois, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je suis devenu fumeur. Tu vois. Comme s'il y avait, tu vois, quelqu'un qui a dit tiens, prends ça, tiens, comme ça, et vas-y, respire. C'est pas comme ça que ça se passe, bien sûr. Et les gens vont aller chercher des spécialistes et tout ce qu'on veut. Ça a été mon cas, hein. Je peux en parler. Hein.
J'ai arrêté de fumer le jour où j'ai dit non, c'est terminé, il n'y a plus besoin de personne là, c'est fini. J'avais un patch, j'ai dit chez patch, j'ai dit non, je veux plus de ça. Je sais très bien comment ça se passe. Parce qu'il y a un moment où ça va peut-être marcher, mais ça ne sera pas totalement guéri. C'est ce genre de fumeurs qui disent oui, ben, j'ai arrêté de fumer, mais j'ai toujours la tentation de parce que quoi? Parce que tu n'es pas du tout OK avec ça. Parce qu'au au moment de la guérison, il y avait un oui, mais c'était oui, c'était pas vraiment, il n'y avait pas vraiment d'engagement. Alors par contre, on s'est dit, ben, je m'engage pas trop, alors le médecin, voilà, le médecin ou le spécialiste, il va venir faire le reste de l'engagement, puis il va faire même un petit peu plus que l'engagement. Ça va être lui ça va être grâce à lui. Et tandis qu'on sait très bien que c'est voué à l'échec. Les gens, ils vont voir les médecins, ils pensent que ça y est, c'est eux. Ah ben, je vais voir un tel, il est super bon. Ben, tu vas le voir, c'est pas un problème. Alors ça va peut-être marcher pour certains, mais pour d'autres, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion d'engagement qui est différente. Il y a des gens qui y vont en se disant bon, bah, de toute façon, cette personne-là va m'apporter un petit apport, le petit supplément, voilà, la petite poussette dans le dos qui va faire que oui, je vais m'en sortir parce que je vois bien qu'il me manque un tout petit truc. Et puis il y en a qui remettent leur pouvoir total aux spécialistes. Les gens ont souvent peur en sortant des dépendances que eh ben, tu sors du tabac, tu vas grossir, ou tu vas devenir addict à quelque chose d'autre, ou alors voilà, ça va être potentiellement encore plus douloureux. Mais forcément qu'entre l'arrêt le jour même et puis la libération totale où voilà, on n'y pense même plus, mais il y a parfois un délai qui est plus ou moins long. Avant j'étais fumeur et maintenant on me dit tu fumes et je dis non, on me dit bah t'as déjà fumé. Je suis obligé de réfléchir en me disant bah oui c'est vrai je fumais. Tellement c'est tellement je suis obligé d'aller chercher dans ma mémoire pour dire bah oui c'est vrai oui, je fumais. Oui, mais pourtant, enfin, une personne comme ça, elle essaye quand même. Elle dit, je vais pas. Elle essaye. Enfin, elle se dit, je vais pas prendre la cigarette. Elle dit, je vais arrêter la cigarette. Et si finalement elle finit par en prendre une, bah, c'était quand même une volonté au début de ne pas en prendre. Elle voulait être guérie de ça. Oui. Pourquoi il faut essayer Bah oui, pourquoi pas. Ça dépend, je pense, d'où ça part. Est-ce que c'est une bataille contre soi-même ou est-ce qu'au contraire, c'est essayer de se réconcilier avec soi, quoi? Parce que si on est dans la bataille ou je vais y arriver... c'est arrêter pour les bonnes raisons. C'est pas la même chose. Ouais. Et une personne qui ne veut pas arrêter. Bah, un proche, un ami, quelqu'un qui, enfin, on sait, on voit qui se fait du mal avec soit l'alcool, soit la cigarette, soit la drogue, soit des choses comme ça. Mais elle ne veut pas arrêter. Eh ben, elle va continuer. Elle va continuer. Si tu as un proche qui est alcoolique, si ça te pose un problème, et que lui, ça ne lui en pose pas, c'est toi que je vais recevoir. C'est à toi que je vais venir parler. Parce que comment veux-tu faire arrêter quelqu'un qui en a pas envie? J'en vois plein, je reçois des gens où les personnes accompagnent les dépendants. Et voilà. Et lui, il a un problème, il faut que je te l'amène. Bah non, si il a un problème avec ça, lui. Ah bah non, lui, il est pas conscient de sa maladie, ça lui va bien, il fait sa vie, il boit. Ok, alors c'est avec toi qu'on va venir voir un petit peu ce qui se passe parce que lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si lui, il n'a pas envie de faire 1% du chemin vers la guérison, je pourrais rien faire. Lui, il est bien dans son truc, c'est pas grave. Hein. Si pendant 70 ou 80 ans, il préfère boire, se détruire, bah libre à lui. Libre à chacun.
Donc si on voit une personne on voit que ça leur fait du mal, et que s'ils continuent comme ça, ils peuvent arriver à je ne sais quoi, quelque chose de très grave, il faut juste accepter et se dire non, je ne vais pas l'aider parce que lui, il ne va pas changer. Il n'y a rien qui t'empêche de tendre une main, de dire, mais si tu as besoin, si tu as la volonté de sortir de ce problème d'alcool, et je suis là. On pourra aller voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. On pourra essayer de voir si on peut mettre quelque chose en place. Et si la personne elle te dit non, bah tu feras rien. Tu feras absolument rien. Il n'y a que la volonté de la personne qui est malade qui compte dans cette histoire. La volonté des proches, elle compte pour zéro. Alors c'est peut-être un peu difficile comme ça, mais c'est pourtant la réalité. La personne, elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. C'est tout. Elle a choisi, elle, de s'incarner pour se détruire le plus rapidement possible. C'est une sorte de suicide programmé, là. Voilà. Un peu invisible aux yeux de la société. Donc je bois, bam, terminé. Mais il a le droit. Il a le droit de vouloir guérir, il a le droit de vouloir rester dans son schéma. Pour la source, c'est neutre. Hein. Que tu veux expérimenter l'addiction pendant 70 ans ou pas, il n'y a pas de problème. Ils sont OK avec ça, t'as le droit de tout expérimenter. C'est magique. Hein. Si tu veux devenir dépendant, bah c'est OK. Si tu veux sortir de la dépendance, bah c'est OK aussi. Ça implique la notion aussi de responsabilité Ouais. de chacun Bien sûr. dans ce qu'on vit. Quoi. Bien sûr. Parce qu'après, quand on est dans ces schémas-là, on cherche souvent des coupables. Hein. C'est la faute de la grand-mère maternelle qui, une fois, avait tapé sur machin. Et puis, du coup, ben, moi, j'avais vu ça, donc j'ai la blessure de l'abandon. Voilà. Donc, du coup, je me drogue. Ah oui, d'accord. Ok. Bon. Et après, on fait quoi? Il y a la maladie du c'est à cause de l'autre qui est vachement répandue en fait. Et c'est jamais de la faute, c'est jamais de sa faute. C'est toujours, c'est lui, et en plus lui, alors j'ai recoupé toutes les données, bah, c'est sûr que là tout le monde est contre moi, donc je bois. Et alors en plus je peux justifier de mes actes parce que bah, tout le monde le voit bien, je suis complètement malheureux. Vous avez bien vu mon décor, c'était un vrai fiasco. Mais parce que il y a elle qui a fait ça, et elle n'avait pas été gentille avec ma mère, donc voilà. Donc alors étant donné que, alors en plus, mon père fume, alors moi je suis fumeur. Bah oui, c'est à cause de mon père, hein, s'il n'avait pas fumé, j'aurais pas fumé. Oui, c'est évident. Oui, il y a la notion de responsabilité. On est créateur de tout, on est responsable du décor qu'on veut avoir autour de soi. On peut rester dans le déni, c'est pas un problème. Mais si on a envie de changer le décor, c'est possible. Mais le changement de décor, il vient de là. Parce que si vous changez le décor, vous remplacez une personne par une autre, c'est du masquage. C'est tout ce que c'est. Après, ce que je trouve aussi compliqué, c'est que souvent il y a un tel déni qu'ils ne savent même pas pourquoi ils boivent. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à arrêter par exemple en 2-3 jours et ils vont replonger, mais quand on leur demande pourquoi, ils ne savent pas. Ouais.
Donc il y a même pas ils n'arrivent même pas à identifier un coupable. Ouais, parce qu'en plus, les personnes qui sont... on va parler de l'alcool. Il y a un moment au niveau neuronal, il y a un effet. Hein. De toute façon, les circuits sont complètement coupés. On est inhibé de tout. Émotionnellement, la compréhension, elle n'est même plus là parce que c'est tellement fouillis. Il y a un tel brouillon, c'est un brouillard sans nom devant nous. Et on est incapable de rien voir. On va poser une question à ces personnes-là, elles sont infoutues de répondre. Non pas qu'elles n'aient pas la réponse. Dans l'absolu, elles ont la réponse. Sauf que c'est tellement, je sais plus, c'est tellement chaotique là-dedans qu'on ne sait même plus aller où chercher le qui, le quoi. Ça n'a tellement aucun sens que là, on se rend bien compte que, ouais, pourquoi tu bois je ne sais pas. Voilà, ils disent parce que je peux pas. Je peux pas arrêter. Bah oui, je peux pas faire autrement, bien sûr. C'est une façon de... Bien sûr, parce que je suis pas responsable. Donc je peux pas faire autrement non plus. J'avais déjà. J'ai aucun pouvoir sur ça. C'est moi qui bois, mais c'est pas vraiment moi. C'est quelqu'un d'autre qui boit. J'ai aucun pouvoir pour changer les choses. Les gens se pensent coupés de tout. Ils pensent qu'il leur arrive que des malheurs. Et ils pensent que tout le monde, partout dans la société, a la possibilité de changer, de transcender les peurs, de devenir une autre personne, mais pas eux. Parce que, Bon, tout le monde a tout sauf, toi, non, toi je te donne pas. La source, ça donne, non, sauf toi, non. Non, toi t'auras rien, toi. Les gens se sentent isolés. Et bien sûr que ça fait des caliméros. Parce qu'on est victime de tout. On a été victime de ses parents ou de son entourage. Après, on est victime de son addiction. Après, on va être la guérison. Si c'est un peu compliqué, on va être victime de la guérison aussi. Et puis après, une fois qu'on sera guéri, on sera encore victime parce que si on avait une bande de copains qui étaient alcooliques, on va se retrouver en dehors de ce truc-là. Donc là, la bande de copains qui passe son temps à faire la fiesta, on sera plus trop en osmose avec eux. Donc là, on sera encore victime de la guérison. Alors, est-ce que ça vaut pas plus le coup quand même de rester un petit peu dans la dépendance et de garder ses amis? Là, l'ego va dire, oui, bien sûr, bien sûr. Le robot, elle revient dans le cercle. Et si tu le fais juste par habitude, à force, et c'est pas parce qu'il y a quelque chose, c'est pas parce qu'il y a les parents qui t'ont tapé quand tu étais petit ou quelque chose. Si c'est juste par habitude, tu as l'habitude de prendre ta clope ou de prendre un verre. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé dès le départ? Une sortie avec les amis, on a bu un peu, c'était bon, et après on recommence. Et le deuxième est bon aussi, le troisième est bon aussi. On s'ennuie, on va en prendre un, et puis ça devient juste une habitude. Ça devient juste une habitude. Et comme on ne sait pas justement. Ou comme les ados aussi, en fait, qui se mettent à fumer, à boire. Ouais. C'est au départ pour le plaisir, quoi, finalement. Ouais. Est-ce que c'est pour le plaisir ou est-ce que c'est identitaire cette histoire-là? C'est identitaire. Est-ce que c'est, tiens, je me mets un masque de plus là, je vais me créer un personnage. T'es quoi? Je suis fumeur. Après, ça peut être aussi une expérience de vie aussi. Pas forcément parce qu'il y en a qui vont commencer à fumer une clope, arrêter parce que ça leur plaît pas. D'autres, ils vont bien sûr continuer. Après, il y a l'expérience de vie qui fait que. Bien sûr. Mais il y a des personnes qui, pour eux, ces expériences-là, elles vont vite voir que ça mène à rien. Donc il y a des gens qui commencent à fumer et 2 mois après, non, en fait, ça me plaît pas. Hop, terminé. Et puis il y a des personnes qui vont commencer à fumer et pour s'en dépatouiller de ce truc-là, ça va être incroyable à venir. Mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin de faire des prises de conscience sur des années ou sur des heures pour se dire en fait non, ça c'est pas mon truc.
Pof, allez, je passe à autre chose. Mais tu veux dire que l'addiction, elle vient forcément d'un mal-être au départ? Ça peut pas être simplement, oui, un plaisir au départ, comme, voilà, je sais pas, effectivement, comme tu disais, de fumer une cigarette ou de boire un verre. Est-ce que c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière, il y a forcément un mal-être derrière? Bah, un mal-être, en tout cas, il y a une motivation qui est là. Le plaisir? Oui, mais que je veux dire que tu. Il y a une différence. Je prends le cas de l'alcool. Il y a une différence entre je prends un verre pour célébrer quelque chose, pour fêter quelque chose, on trinque et on est dans la bonne humeur. Et il y a bon, ça va mal, j'ai eu une journée de merde. Paf, paf. Voilà, je m'en prends deux. Que les personnes fument une cigarette, 2 cigarettes, 3 cigarettes. Après tout, si elles veulent. Des fois, c'est limite, quoi, ce seuil. Enfin. Ouais. Et après, il faut voir la notion de plaisir aussi, ce que c'est. Après, il y a l'effet physiologique aussi qui joue aussi. Parce Sûrement. que j'étais ancien fumeur. Et puis le clope, bah, c'est parce que voilà, j'avais besoin d'une clope, mais en fait, c'est pour pallier justement à d'avoir toujours des cigarettes sur moi, quoi. Ouais. Ouais. Mais sans forcément avoir quelque chose derrière. Mais là, c'est l'ego qui panique. Parce que si dans ce moment-là, si au moment où tu n'as plus de cigarette, tu te dis, bah tiens, c'est peut-être l'occasion d'arrêter de fumer, lui, il perd un client. C'est pas dans son intérêt, hein, t'arrêtes de fumer. Bon, j'ai arrêté de fumer. Et ça comble un manque quand même, enfin quelque chose en nous qui... Bah en fait, c'est l'illusion du manque. Oui. C'est là où c'est assez pernicieux. C'est qu'on nous fait croire qu'on a besoin de venir combler quelque chose, avec quelque chose d'extérieur. La cigarette, l'alcool, peu importe. Sauf qu'on est complet, on est entier, il n'y a rien à remplir. Non, mais on souffre quand on veut arrêter. Moi, j'ai été fumeuse très longtemps. J'ai arrêté 3 fois parce que j'étais enceinte. C'était pour les dents, les bébés. J'ai dit j'arrête. Mais ça me tenait pour arrêter. Ouais. Et après, je comprenais à chaque fois. Et après, un jour, j'ai arrêté pour moi. Vraiment, sans rien. Ouais. J'ai pleuré toute la nuit, par le manque, et c'est... Je me rappelle encore, quoi. Voilà, c'est affreux. Ouais. C'est quelque chose... le lendemain, ça va mieux, mais là, je l'avais décidé pour moi. Donc, le truc de la volonté, je suis tout à fait d'accord. C'est la volonté qui décide, quoi. C'est la volonté. Et si tu fais les choses pour les autres, on le voit. Et le résultat, ça marche pas. Ça marche pas. Aussi, pour mes bébés, je l'ai fait. Oui, et oui, bien sûr. Mais j'avais, en me disant, c'est pas grave, je vais y arriver. Ouais, je mange la Ça va couche. être dur, ça va être Tu dur. manges la couche. Du coup, tu fumes la maternité. Je disais, je vais faire m'enlever ce truc. Vous avez... truc que je vais chercher quand je vais pas bien, le truc que je vais faire des kilomètres en voiture pour aller chercher des trucs. Et tout quoi. Et tout le monde a fait ça, le dimanche soir. Voilà. Grosse pression, hein. Énorme pression même. Il y a intérêt que ça s'ouvre parce que si c'est les vacances scolaires, ça ne le fait pas. Eh oui. Mais si la volonté, elle n'est pas, elle est pas là, il ne se passera rien. Rien du tout. T'as beau vouloir être le meilleur accompagnant ou le meilleur ce qu'on veut. J'ai vu combien de femmes qui cachaient des bouteilles de leur mari. Ben, le mari, qu'est-ce qu'il fait? Lui, alors, il cache ailleurs. Voilà. Et les femmes qui cachaient leur mari, leur interdisaient l'alcool. Les femmes cachaient la vodka dans les réservoirs de fer à repasser. Ça amène ces histoires de dépendance à faire, comme on dit, du n'importe quoi. Parfois, là, il n'y a plus de lucidité, il n'y a plus rien. Et puis après, c'est vite l'engrenage. Parce que le n'importe quoi entraîne le n'importe quoi. Il y a beaucoup aussi de notions de mensonge là-dedans. La personne se ment, la personne ment aux autres. Elle se ment d'abord à elle-même. Elle ne se ment qu'à elle. Hein. Comment? On a peur aussi. Ouais.
Mais c'est la peur de quoi? Du jugement. La peur de l'autre. Le jugement, puis aussi de plus avoir cette compensation aussi. Qu'est-ce que, si j'ai plus ma compensation, ma petite cigarette là qui me calme quand ça va pas. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Faut essayer. Faut essayer. Ah oui. Alors, tu vas arrêter la cigarette et puis tu vas te mettre aux pommes ou à la course à pied. Ça va te changer les idées, mais là, c'est pas ce qui est demandé de se changer les idées. C'est d'arrêter d'avoir des idées et de se dire, bon, ok. C'était de sentir ce qui vient Voilà. à ce moment-là, quoi. C'est peu importe d'où ça vienne, enfin, que ça soit à cause de la grand-mère, on s'en fiche de ça. C'est ok. Qu'est-ce qui se passe quand là on m'enlève mon truc? Est-ce que je m'offre là, au lieu de m'offrir un paquet de cigarettes, au lieu de m'offrir une cigarette, est-ce que je m'offre 30 secondes, 20 secondes, ou et je fais silence et je vois ce qui se passe. Alors c'est sûr que ça bouge. Et après c'est logique. Si tu es dans ton schéma sur des autoroutes neuronales là où c'est problème, 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 le jour où il y a problème et tu fais bah non, hop, ça je pose ça là, le briquet, l'ego il va dire non mais et tu fais quoi là? Attends, d'habitude c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. D'habitude dès que tu es énervé, c'est ça. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Bah je suis en train d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe. J'essaye d'apporter un peu de lumière là-dessus et bah, peut-être que je vais aussi monter en conscience grâce à ça, grâce à cet instant que je m'offre. Bah, l'ego il dit non mais ça va pas ça. Normalement c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Mais là on parle de dépendance parce qu'il y a des effets négatifs, néfastes. Ouais. La cigarette, l'alcool et tout. Mais quand on parle de danse par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est une dépendance? La danse c'est bien pour le corps. Mais, alors elle n'est pas visible, ouais, il y a peut-être des bienfaits pour la santé. Mais c'est. Est-ce que je vais danser pour exprimer l'amour que je suis? Est-ce que je vais danser parce que tout va bien dans le meilleur des mondes et je vais aller corporellement m'exprimer sur une piste de danse et voilà, et je vais inonder tout le monde d'amour? Ou est-ce que c'est je vais danser parce que ça va mal et là ça va un petit peu me remonter le moral et ça va encore me changer les idées. Puis Et puis du plaisir. C'est l'endorphine qui est caché. oui, c'est vrai, certainement. Parce qu'il y a des sportifs. C'est comme le sport. C'est ça, il y a des sportifs où ils vont chercher justement ça pour. Et ils mangent plus, etc. Ouais, mais tu te mets un shoot. Non, c'est l'hormone du Oui, je suis d'accord. C'est le shoot, oui, c'est le shoot. C'est la même chose. Tu prends un shoot. C'est ça, effectivement. Ah, c'était trop bien la soirée salsa. Ah, j'ai trop dansé. Ça. Ah, c'était 4h, 5h non-stop. Je suis en sueur. Ah, c'est parfait. En plus, j'ai vu machin. C'est sûr Ok. qu'elle n'est pas visible, Tu te elle est couches. cachée, quoi. Tu te couches, ouais. C'est passé quoi? C'était bien et après? Et la situation dans laquelle tu étais avant? Voilà, le souci que tu avais et que tu as voulu aller masquer en allant te changer les idées, est-ce qu'il est toujours là? Le décor que vous vous offrez, que vous vous fabriquez, il va vous permettre d'aller danser tous les soirs. Il va vous permettre d'acheter des cigarettes tout le temps. Il va tout vous permettre. Hein. Qui cherche trouve. Tout dépend de la fréquence et puis de ce pourquoi on le fait. Oui, mais on est vraiment dans. C'est ça, on est vraiment dans l'intention. Est-ce que j'y vais parce que ouais, j'ai passé une bonne journée, on va clôturer par quelque chose de sympa, ça va être dans la continuité. Et puis voilà, moi je vais y aller, je vais aller m'exprimer et puis je vais y aller avec le sourire et je vais faire que donner. Ou est-ce que j'y vais pour chercher quand même quelque chose? Ah tiens, le regard de l'autre, il m'a regardé lui ce soir. Ah disons, peut-être qu'il me trouve bien, donc du coup, ça va mieux. Ah, j'ai pris un petit peu confiance en moi. Comment on arrive à faire la différenciation entre c'est juste du plaisir ou ça commence à devenir une dépendance? Il y avait une personne
à qui je disais qu'elle avait arrêté de fumer et je l'ai vu commencer à fumer en soirée. Et après, c'était en dehors des soirées et commencer à fumer de plus en plus. Et je lui disais, attention, tu recommences à reprendre la cigarette. Il me dit non, je le contrôle, je le fais quand je veux, si je veux arrêter, je peux arrêter. En ce moment, je le fais juste parce que je veux le faire. Elle a fini par reprendre la cigarette et elle ne peut plus s'arrêter. Comment est-ce qu'on comprend à quel moment comment est-ce qu'on fait la différenciation entre c'est juste un plaisir ou non, en fait, c'est je suis tombée dans le piège et je ne me rends même pas compte. Ça, il n'y a que la personne qui fume qui va pouvoir répondre à cette question. Après, cette personne-là, si on se met à sa place, elle va voir si elle veut bien ne pas se mentir, d'où vient la source de motivation à fumer. Est-ce que c'est vraiment pour le plaisir, parce que tout va très bien dans sa vie et fumer une cigarette, c'est le Graal pour elle, ou est-ce que c'est fumer une cigarette sur le balcon, ça me permet de m'isoler parce que ça va pas, parce que j'ai pas envie de gérer cette situation-là, etc., etc. La notion de plaisir, elle est propre à chacun. Ce que tu peux voir aussi, c'est si cette personne-là est dans ton décor, tu as l'impression que c'est elle qui a un problème. Tu es en train de l'avoir fumé, tu te dis tiens, elle est en train de se détruire, elle s'en rend même pas compte. Sauf que toi, tu as peut-être la même attitude en restant dans un boulot qui te plaît pas en fait. Tu tombes très bien. Donc en fait, c'est juste le reflet dans ton décor d'une attitude, d'un positionnement que tu as avec toi. Elle, au-delà de ça, il y a écoute, t'es bien gentil, mais moi j'arrêterai quand toi t'arrêteras. Toi commence déjà d'abord par t'écouter et après j'arrêterai la cigarette. Tant que tu t'écouteras pas, moi je continuerai de fumer. De la même manière que il y a vraiment un contrat d'élévation mutuelle qui est passé avec tout le monde. Et la personne qui veut aller chez le buraliste acheter son paquet de cigarettes, le buraliste, son rôle c'est de donner le paquet de cigarettes en échange d'une poignée d'euros. Mais à chaque fois, il te donne l'occasion de tiens, vas-y, tu veux continuer dans ce rôle-là? Est-ce que tu veux rester le fumeur ou pas? Je suis là pour ça, moi je suis là pour soit te le donner ou soit te l'enlever. Mais j'espère qu'une seule chose, à chaque fois que tu viens me voir, quand tu prends ce paquet-là, c'est que tu dises non, en fait, j'en veux pas. Alors, je serai toujours là pour te le tendre, mais voilà, il n'y a qu'une chose que je veux en fait, c'est que tu ne prennes pas. On vous offre toujours l'occasion, vous avez toujours le choix, surtout. Je fais le choix de la peur, je fais le choix de l'amour. Je fais une cigarette, non, je pense à moi. Est-ce que j'ai besoin de ça? Évidemment que non. Alors après, la prise de conscience, c'est 1 seconde, c'est 10 ans, peu importe. La source, elle a tout son temps. Elle n'est pas pressée. Par contre, vous vous offrez peut-être 70, 80, 90, 100 ans là, pendant votre mandat d'incarnation, pour peut-être mettre un peu de conscience et puis voir un peu plus haut ce qui se passe. Alors soit vous vous offrez ça, ou soit vous restez dans vos croyances, dans vos schémas, dans vos peurs. Non, je continue avec la cigarette. Non, je continue avec l'alcool. Et c'est pas un problème que vous fassiez le choix de rester dans les dépendances ou de vous en libérer. Pour la source, c'est totalement neutre. Et, eux, ils sont OK avec tout. Je l'ai dit, ils vont vous offrir la possibilité de tout.
de vous engouffrer dedans ou de vous en libérer. Et le jour où vous allez vouloir vous en libérer, sachez que elle sera là. Elle est toujours là, mais là elle sera d'autant plus présente. Après, il tient qu'aux personnes dépendantes d'avoir vraiment eu la volonté de vouloir s'en sortir. La prise de conscience, elle se fait et elle amène toujours quelque chose, même si des fois il y a des rechutes. C'est pas des rechutes. Voilà. On essaye de monter un peu. Ah, il y a la main qui glisse, mais c'est pas grave. On continue. L'essentiel est que la machine est mise en marche. À partir du moment où on a vu que tout ça, toutes ces histoires de dépendance n'aboutissaient à rien, déjà là, on met quelque chose. On pose quelque chose. Après, ça fait son chemin. Rien que le fait d'arriver à arrêter une fois, même si c'est que 15 jours, ou même 2-3 jours, Ouais. Ça montre quand même à la personne le pouvoir qu'elle a par rapport au produit, Tout à fait. quel qu'il soit. Quoi. Ouais. Oui, puis Ça peut amener à une prise de conscience aussi. une prise de conscience. Alors après, voilà, il y a... S'il n'y a pas, dès le premier coup, une victoire, les personnes ont tendance aussi à culpabiliser. Ah, j'y arrive pas, ah, je suis pas machin, je suis moins fort que l'autre, l'autre il a réussi la première fois. Et alors là, je me recomparais encore au voisin qui, lui, lui, il a des pouvoirs extraordinaires, et moi, si je les avais eus, j'aurais aussi arrêté de la première fois. Mais là, bon, bah non, vu que je suis moins que lui, je peux pas y arriver. Et si vous entrez dans un processus où vous dites, mais tout ça sert à rien, mais vous pouvez, c'est pas grave, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. C'est pas grave. La 7e, ça sera peut-être la bonne. Mais il ne faut pas non plus s'empêcher de s'en libérer dès la première heure. Une cigarette, hop, j'attends, non, moi c'est terminé, c'est fini, je veux plus. C'est terminé. Il n'y a pas besoin de 10 séances et à la 11e, il se passera quelque chose. Comme on peut parfois voir ça chez les... Oui, puis de toute façon, chacun a son histoire, chacun a son fonctionnement, voilà, son bagage, et chacun va y aller à son rythme et va prendre le chemin qui lui convient. Il n'y a pas un chemin... Non. Non, et puis les histoires sont différentes, les influences, il y a des personnes qui ont plus de mal à se délester de tout ça que d'autres. Bien sûr que l'environnement va jouer. Ça, c'est indéniable. Mais il n'empêche que la solution, elle est là. Si tant est qu'il y a un problème. Les gens pensent toujours que c'est un vrai calvaire de sortir de la dépendance. Il y a des moments désagréables, oui. Ça c'est sûr. Mais quand on sait ce qu'il y a derrière, on ne regrette pas d'avoir fait ce chemin-là, d'avoir fait ce choix-là de je me libère de. Parce que quand on a goûté à l'indépendance, pour le coup, quelle magie! Le retour en arrière, il n'est pas possible. La seule indépendance qu'on peut avoir, c'est celle à l'amour. On voit tellement de personnes grisées par ça, par les dépendances. On le voit, les personnes sont complètement addictes à il me faut ci, il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça. Et j'ai pas.
des addictions, il y en a plein. Mais bien souvent, la société fait passer ça sous couvert de non, c'est juste. C'est comme ça maintenant. Voilà, il faut être 3.0 et c'est presque une qualité en fait. Oh, ben, celui-là, il est à la pointe de la technologie. Ouais, sauf qu'il passe son temps à courir après quelque chose parce qu'il a l'impression que s'il n'a pas ça, son petit monde va s'écrouler. Et est-ce que tu penses qu'il y a plus d'addiction maintenant avec la société qui est de plus en plus stressante, où on est dans la course à la performance, où on prend plus le temps de faire les choses, on est tout le temps dans la course, ou est-ce que tu penses que ça a toujours existé? Ça fait partie de... C'est une bonne question. Si les gens étaient addicts un peu plus dépendants avant, j'en sais rien du tout. Mais le fait est que oui, avec l'évolution, ouais, il y a plus de sensations et les gens se tournent plus vers des objets extérieurs qu'avant certains. À l'évidence, comme on disait tout à l'heure, tu disais, c'est que on cultive l'illusion du monde, quoi. Donc voilà, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas comblé, c'est certainement parce qu'il vous manque telle ou telle chose. Ouais. C'est ça, ouais. Et puis la société telle qu'on la connaît maintenant, elle a la faculté à créer des besoins. Tiens, de quoi les gens pourraient avoir besoin? Ils ont déjà tout, mais il y a encore des gens qui arrivent à créer des choses. Tiens, ça c'est indispensable. Si tu ne l'as pas, tu vas mourir avant la fin de l'année, hein, ça c'est sûr. Mais on en revient à cette histoire de manque. Si tu as ça, eh ben, il se passera ça sera mieux. Les personnes se projettent. Je vais m'acheter ça, je vais combler ce manque-là, et comme ça va m'apporter ça plus tard. Là, c'est sûr qu'avec ça, là, il y a un moment où ça va se débloquer plus tard. Ouais. Mais non. En fait, c'est tant qu'on est dans le déni, la joie et l'amour qu'on est, on va tout le temps chercher. Eh oui. Et comme les médias, enfin la société dans laquelle on est, nous propose en permanence ça évite d'aller regarder en soi. Donc on se projette, on pioche tout ce qu'ils nous donnent. Et tant qu'on fait ça, en fait, on se pose jamais la question d'aller regarder si je suis la source ou pas. En fait. Et dès que c'est vu, c'est aïe, le voileton, quoi. Ouais. Tout part du manque. Et de l'illusion de la séparation. De penser qu'on n'est pas capable de. Alors on avait été capable de se mettre dans des situations de dépendance tout seul. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tant besoin des autres pour pouvoir s'en sortir? On ne dit pas hein, qu'il n'y a pas besoin d'un centre spécialisé ou d'un spécialiste en ceci ou cela. Ça fait partie du décor, ça aussi. Et s'il y a un moment où il faut s'appuyer là-dessus, ok. Mais il ne faut pas penser que c'est la solution. C'est lui qui va permettre ça, tel un médicament. De toute façon, que ce soit des médicaments, des spécialistes, des psychologues, des tabacologues, ce sont que des outils dont la personne se saisit ou pas. Ouais. Et s'il n'y a personne pour manipuler les outils ils ne servent à rien. Il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec des personnes qui sont dépendants ou en mal-être et qui viennent, qui passent d'un spécialiste à l'autre. Et en fait, tous les spécialistes sont mauvais. Lui, il n'a pas réussi, lui, il n'a pas réussi, lui, il a... Voilà. Donc toi. Ah ben non, on va pas le voir, il n'est pas bon. Hein. Moi, je fumais un paquet par semaine, un paquet par jour, et il n'a rien fait. Hein.
Non, mais est-ce que toi, t'as arrêté devant le bureau de tabac tous les matins? Bah non, ouais, normalement, c'était. Oui. Sauf que lui, il n'est pas à côté de toi, mettre. Voilà, c'est trop facile. Là, il y a une responsabilité. Je m'engage. Est-ce que je fais 50% de ma part du job? Ou est-ce que j'attends que le spécialiste il fasse 80 et puis moi, je ferai 20 quand j'aurai le temps? Il faut un engagement. Il faut une volonté. Mais est-ce que je continue comme ça? Ou est-ce que là, stop? Arrêt sur image, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 10 ans que je fais ça. Est-ce que là, si je fais ça, je vais essayer de faire bouger les choses? Il n'y a personne qui pourra avoir la volonté à votre place. Même les personnes qui sont les plus aidantes possibles autour de vous. Les personnes qui feront ça à votre place. Tiens, c'est décidé. J'arrête. Et toi, tu as eu un déclic particulier pour avoir cette prise de conscience à un moment? Ou est-ce que c'est un événement, une rencontre, quelque chose qui a fait que, hop, il y a eu un déclic à un moment? Alors oui. Pour l'alcool, ça s'est passé très simplement. J'étais au travail et alors il y avait un méchant dans l'histoire. Hein. Il fallait un coupable. Donc il y avait un coupable. Et puis un jour ça a été la fois de trop et donc j'ai littéralement explosé. Et il y a eu une espèce de confrontation verbale et puis c'est pas passé loin du physique. Et alors je me suis effondré. J'étais en arrêt de travail et j'avais donc la gestionnaire, la chef comptable, avec qui j'étais. Elle m'avait pris un peu sous son aile. Et elle me voyait tellement mal que elle gérait mes comptes, enfin elle s'occupait. J'étais pas en état de m'occuper de moi, c'était pas possible. Et cette personne-là m'a tendu la main. Elle a dit, mais, si tu veux, moi je veux bien t'aider. Mais elle savait très bien que c'était pas en venant me déloger de mon lit qu'il allait se passer quelque chose. Donc elle appelait tous les 2 jours, 3 jours. Il y a l'assistante sociale qui vient, est-ce que tu veux la rencontrer? Non. 3 jours après, il y a l'assistante. Non. Et puis il y a un jour, il y a eu un oui. Puis pourquoi pas? Je vois bien que en répondant non tout le temps, il se passe toujours la même chose. Et je vais pas mieux, alors là peut-être que ça va venir débloquer quelque chose. Alors effectivement, j'ai été honoré le rendez-vous. Et puis la chose s'est faite. Il a été pris les rendez-vous, etc. Je me suis retrouvé assez rapidement en fait en cure de désintoxication. Mais si à un moment il n'y a pas la volonté de dire mais oui, je m'offre, je me fais le cadeau de changer, donc je réponds oui à l'invitation qui m'est faite de redevenir vraiment qui je suis, de retrouver mon pouvoir, il ne se passe rien. Les personnes qui attendent qu'on vienne les déloger et qu'on les mette là et tiens, et voilà ceci, cela, il y aura zéro résultat. Donc avec le même parcours, quelqu'un, parce qu'il y en a beaucoup qui font des cures de désintox, et puis dès qu'ils ressortent, hop, ça recommence. Alors, et qu'ils vont en faire. Et donc tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience... Il y a quelque chose quand même qui est enclenché. Moi ça n'a pas marché dès le premier coup.
j'ai fait une cure de désintox, un sevrage de 3 semaines. Et puis après, il a été jugé que je devais faire une post-cure. Sauf que la post-cure s'est très mal passée. Et j'ai fini plus alcoolisé qu'au début. Alors, c'est pas grave. Je me dis, mais voilà, là, il y a un coup pour rien. Mais je savais très bien que au bout du bout, il y allait avoir une libération. Inconsciemment, j'étais pas en train de me dire, je sais que ça va prendre du temps, mon pauvre, mais tu vas voir, tu es obligé de passer cette étape-là, cette étape-là. Je savais au fond de moi, je savais très bien. Et sauf que, voilà, caché par les médicaments, etc., on est complètement hypnotisé par ça, mais il y a quand même une petite flamme qui est là. Alors oui, il y a eu un petit décroché à un moment. Alors je suis reparti en post-cure. Alors j'ai refait un sevrage, et sauf que pendant le sevrage, alors là c'est pareil, pas de chance, hein, à cause des autres, ils m'ont mis dans le service où les personnes avaient été gravement accidentées. Alors il y avait des personnes qui étaient amputées, des choses comme ça. Et donc j'avais toute une bande de copains là. Et au final, je me suis fait embrigader, on va dire. Et on passait plus de temps à aller boire des coups. On partait toute la journée de l'hôpital. Et on allait boire dans les cafés environnants. Et on rentrait le soir. Et sauf que, voilà, normalement, les gens auraient bien dû voir qu'on n'était pas clean. Sauf que personne ne disait rien. Et alors, la condition sine qua non pour rentrer dans l'autre post-cure suivante, c'était d'être totalement clean. Et alors je suis rentré dans la post-cure suivante, sauf que j'étais pas du tout sevré, c'était pire qu'avant. Et alors j'ai fait l'autre post-cure suivante où ça n'a toujours pas fonctionné. Et de là je suis rentré après en hôpital psychiatrique. Où là j'ai fait 3 semaines de clinique où on m'a abruti de médicaments. Donc j'avais des perfusions de Tranxène. Alors là, je ne reconnaissais plus personne, pour le coup. Et le salut est venu après. Je suis arrivé dans un centre où les médecins qui m'ont accueilli ont dit, mais déjà, on va supprimer les médicaments, parce que comment voulez-vous qu'on travaille sur l'être véritable? Comment voulez-vous travailler vraiment sur la personne si la personne qu'on a en face de nous, elle est complètement modifiée émotionnellement par les médicaments. Alors il y a eu un sevrage d'abord des somnifères, où là, alors ça a été 2 semaines et demie, 3 semaines de décharge électrique dans le corps, mais j'avais les pieds qui se soulevaient comme ça, toute la nuit. Il y avait des courants, vous savez, comme quand on prend le jus comme ça. Mais là, ça demande une vraie acceptation. Parce que s'il y a un découragement, il n'y a plus rien. On reprend les somnifères et on recommence. Et on refait la même chose. Tandis que là, je vois bien que je suis en train de passer un sale quart d'heure. C'est mon ego qui passe un sale quart d'heure. C'est pas moi, c'est pas le grand Thomas, c'est le petit qui est en train de souffrir là. Il y a quelque chose qui nous dit en substance que derrière il y a autre chose. Ça va le faire. Je ne sais pas quand, mais ça va le faire. C'est pas possible que la vie s'arrête à ça. Ça peut pas être ça. La vie, ça peut pas être la souffrance pendant tant d'années. Alors les somnifères sont partis. J'avais des anxiolytiques aussi, ça a été parti. Ça a été enlevé. Et je me suis retrouvé qu'avec des somnifères, qu'avec des antidépresseurs. J'avais la dose maxi. Et là, ils ont commencé à réussir à voir un petit peu qui était le personnage. Alors, il y a des choses qui n'ont pas marché. Ils faisaient de l'hypnose, ça a complètement... ça a été un fiasco. Pendant les séances d'hypnose, je m'imaginais en train de nager dans une piscine de bière.
Alors le mec il dit bah non, c'est pas vraiment le but c'est pas vraiment le but de la séance d'hypnose, c'est pas de vous mettre en extase. Alors ça a été supprimé, bon, c'était pas le bon outil, enfin, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il y a une autre fois où j'ai soulevé son bureau. Et non, on arrête. Alors il y avait des thérapies de groupe, il y avait de la programmation neurolinguistique, il y avait tout un tas de choses comme ça qui ont été des. Ça m'a mis le pied à l'étrier. Alors, la solution en soi, c'est pas ça, mais oui, ça peut être une aide à. Mais on sait très bien que la guérison totale, elle ne peut venir que de soi. On peut avoir les meilleurs médecins du monde autour de nous, les meilleures techniques, les meilleurs bouquins, les meilleurs amis, la meilleure famille. La guérison totale et l'acceptation et c'est ok à 100% avec tout. Il n'y a plus aucune peur quand il y a un verre de vin qui est posé sur la table, il n'y a plus de oh là là, celui-là il me tend les bras. Mais là c'est bon, là c'est validé. Il y a eu une volonté, quand je suis sorti de ma dernière cure, j'avais encore des antidépresseurs. Et le médecin me dit, surtout, alors ça va prendre au moins 1 an et demi, mais il faut vous enlever un quart de cachet par tous les temps, et puis voilà, dans 1 an et demi, ça sera fini avec la dose que vous avez, vous en serez sevré. Et j'étais tellement sûr de moi que j'ai dit non. Le premier jour où je suis arrivé à l'armée, j'ai pris toutes les boîtes. Poubelle, terminé, sevrage. Alors quelque chose qui visiblement ne faut pas faire, parce que c'est pas bien. Et je l'ai fait et je suis bien là. Mais la volonté, elle était tellement supérieure à ça, au fait que je me raccroche à la boîte de médicaments, que tout ça a volé en éclats. Alors à côté, il y avait aussi une peur que les instructeurs tombent aussi sur les boîtes de médicaments, et là je me serais fait virer. Mais la motivation première, ça n'a pas été ça. Ça a été, est-ce que j'ai besoin de ça maintenant? Je me sens tellement puissant, je me sens tellement rayonnant que, mais non, mais la boîte, elle ne sert à rien. C'est là qu'on goûte vraiment au pouvoir créateur et à la puissance divine qu'on est. Quand on sait que, non, écartez-vous, moi je viens, je sais que c'est ça. Et là, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Et j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Je suis là, et ça déroule. Ce sont des très bons moments pour apprendre à se connaître. Des moments de dépendance. C'est peut-être extérieurement quelque chose de pas bien, mais ça peut aussi devenir un véritable cadeau que vous vous faites lorsque vous allez arrêter ça. Durant cette expérience-là et à la fin de l'expérience, vous allez les venir gratter. Et me dire, oh, tiens, je savais pas que j'avais ça. On ne dit pas qu'il faut être dépendant pour pouvoir après s'ouvrir à autre chose. C'est pas ça. On dit que l'expérience telle qu'elle est, elle est pas jugeable, elle n'est pas condamnable. Elle est ce qu'elle est. Et maintenant qu'elle est là, pourquoi pas la mettre au service de ce que je suis réellement. J'avais dit ça lors d'un séminaire. Où j'ai longtemps pensé que pendant toutes ces années d'addiction, j'étais assis sur quelque chose de vraiment néfaste, nocif. Comme
si j'essayais de le cacher, ou en tout cas de ne pas trop faire voir que j'avais été ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était une vraie mine d'or, parce que ces expériences-là, ces instants-là, ils ont vraiment été des occasions inespérées pour moi de me libérer et de voir la puissance que je pouvais avoir à l'intérieur de moi. Mais tout le monde l'a, celle-ci. Hein. Elle n'est pas propre à Thomas. Cette période-là de guérison, on va l'appeler comme ça, elle a nécessité pour moi un temps d'abstinence. Pendant 3 ans ou 4 ans, je prenais 0 goutte d'alcool, je prenais rien du tout. Il y avait encore une petite crainte parfois. Puis je me suis rendu compte que mais non, c'était pas ça. Si ma guérison était régie par la peur s'il y avait derrière tout ça, s'il y avait je ne rebois pas parce que j'ai peur non, les comptes étaient pas soldés. Il y a eu un nouveau travail où je veux vraiment retourner voir un petit peu ce qui se passait par rapport à ces dépendances-là. Et là, ça a été validé. Il ne faut pas se mentir. C'est plus difficile dans l'histoire. Être honnête avec soi-même. Est-ce que oui, tout ça est transcendé ou pas? S'il reste 1%, ça ne l'est pas. Il est possible que ça soit l'île de la tentation. Et c'est ok. Mais au lieu de les voir comme des personnes qui justement ne vous aident pas, peut-être qu'elles vous permettent de voir où est-ce que vous en êtes dans toute cette histoire. Est-ce que quand tout le monde picole ou fume autour de moi, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a des remontées acides? Ou est-ce que, non, c'est neutre, totalement. Vous créez toujours le décor parfait pour voir où est-ce que vous en êtes par rapport à telle ou telle situation. Dépendance ou pas d'ailleurs. Et cette dernière crainte qui te restait, comment tu as fait pour l'enrayer? Je suis retourné voir ce qui n'allait pas. Ça n'a pas été vu directement après le plus gros de la guérison, on va dire. Et ça m'a demandé encore plus d'honnêteté qu'avant. Parce qu'en apparence, c'était bon. Je touchais plus à l'alcool, donc c'est fini. Ouais, ça c'est l'action. T'as plus l'action de faire ça. Et par contre, dans ton êtreté, comment est-ce que t'es? Est-ce que t'es vraiment bien avec ça, ou est-ce qu'il y a pour le coup un déni là aussi? Le salut vient par le fait qu'on se reconnaît comme le créateur de tout ce qui nous est arrivé. Et la question c'est, voilà, pourquoi il s'est passé ça? Est-ce que ça m'intéresse de savoir pourquoi? Pas forcément. Ok. Après. Si je lâchais simplement, en fait. Si au lieu de savoir pourquoi, je lâchais. J'abandonne. Je cherche pas la compréhension. Je vois qu'il y a des choses qui restent, des peurs, mais elles sont là, ouais. Elles vont partir, mais si je leur donne de l'importance, elles vont persister. Tandis que si ok, je vois bien qu'il y en a.
Et je ne porte pas de jugement là-dessus. Parce que si il faut que je n'ai plus de peur pour que ça aille mieux, etc. Non. Si vous vous rendez compte, non. Si vous prenez de la hauteur et que vous voyez le jeu qui est en train de se réaliser, là, cette espèce de pièce de théâtre immense, là, vous allez voir que tout est mis en œuvre pour vous, pour que vous puissiez mettre de la lumière et vous puissiez monter en conscience. Et à partir du moment où vous avez vu que tout ça n'est qu'un jeu égotique, c'est qu'un jeu, on joue à se faire peur hein, quand on est dépendant. À partir du moment où ça s'est vu, ça disparaît. Après, ça prend une journée ou ça prend un mois ou une heure, une seconde ou 10 ans. Ça, c'est à vous de le décider. En fait, il faut accepter et pas comprendre, c'est ça? Ouais. La compréhension, elle n'est pas utile, elle viendra peut-être plus tard. Et pourquoi ci et pourquoi ça À quoi elle va servir la réponse? Bah, essayer de trouver la solution de cette dépendance. Pourquoi j'ai cette dépendance à comprendre, quoi. On cherche, mais quand on ne trouve pas, on... Oui, mais je te dis que la solution, la solution n'est pas à l'extérieur. Tu vas chercher une réponse, tu vas essayer de savoir le pourquoi du comment. Et là, est-ce que c'est important? Faut lâcher prise, quoi. Tu peux entendre. Il faut lâcher prise. Parce que tu vas commencer à mentaliser, ça c'est l'ego, l'ego veut savoir lui. Le pourquoi du comment, t'en es arrivé là, etc. Il ne faut pas que ça recommence. Oui, mais l'ego il va chercher des coupables du coup. Parce que pourquoi? Alors là, après un long travail de recherche, c'est à cause de l'arrière-grand-mère maternelle. Non, il peut aussi dire c'est à cause de moi. À cause de moi, c'est de la culpabilité, c'est Oui, du déni de soi. Et oui, et voilà, et à quoi ça t'avance ça? Bah, pas grand-chose. À rajouter des coups de fouet. Double effet qui se couche. Ah oui, ben voilà, c'est ça. C'est ça. Donc non seulement avant t'étais victime, et puis maintenant t'es coupable. T'arrives à te faire un scénario. C'est ok, c'est là. De toute façon, tu sais très bien que c'est pas à cause des autres. Tu sais très bien que c'est toi. Mais quand tout l'entourage il dit c'est à cause de l'autre. Ah ouais. Et l'entourage il sait mieux que toi. Parce que c'est toi qui as le problème. Et les autres ils savent très bien, eux ils savent. Oui, eux ils savent. Ils savent mieux que toi. Bah oui, ils sont à ta place, sauf que non, ils sont pas à ta place. Ils pourront jamais être à ta place. C'est sûr que si tu demandes des avis de tout le monde, tu vas voir 10 sons de cloche différents, ça va plus t'embrouiller qu'autre chose. Et là, tu vas aller chercher des réponses à l'extérieur. Des bonnes copines de si tu veux mon avis, moi. Et, ouais, mais t'es pas moi. Et puis aussi, une fois, j'avais eu ce cas-là, moi, exactement pareil. Donc, ben, je sais, je peux te dire, moi, comment ça se passe. Ah, mais non, sauf que c'est toi qui l'as vécu. C'est pas moi. Alors, si tu vas te comparer avec les autres, tu vas même porter un jugement sur ton histoire en disant bah moi c'est pire, moi c'est moins bien. Il n'y a personne mieux que nous qui peut savoir ce qu'on sent et à qui on donne le pouvoir en fait. C'est comme demander l'avis à quelqu'un d'extérieur, est-ce que je dois me marier avec cette personne-là ou pas? Ouais. C'est pas quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir savoir ce qu'on ressent à l'intérieur. Alors la personne tire les cartes et puis dit bah oui c'est bon, vous pouvez y aller, c'est ok. Bon bah ok, super. Bah il me plaît pas mais bon la voyante elle a dit c'est lui, bon bah alors là le mec je l'ai en horreur mais c'est pas grave. Alors bah on va y aller, de toute façon ça va peut-être se décanter, hein. C'est pour jamais. Si vous remettez votre pouvoir de décision à quelqu'un d'autre, la personne elle va voir ça de son point de vue elle. En fait elle jouera le
et jouera le rôle parfait jusqu'à ce que toi tu veuilles bien te reconnaître. En fait. Ouais. C'est pour ça que si tu demandes 10 avis, ils vont t'embrouiller la tête Ouais. jusqu'à ce que tu veuilles bien lâcher Ouais. tout pour Oui, parce que... écouter ta voix intérieure. Et en plus, à la fin, ça se termine comme ça, c'est « Ah bah dis donc, là, j'ai des avis de partout, j'aurais mieux fait de pas demander, j'aurais mieux fait de m'écouter. » Ben oui, ben c'est exactement ce qu'il est en train de t'expliquer là. Tous les 10, ils sont en train de te dire ça. Donc merci d'être venu, merci pour vos partages, vos questions. Merci. Merci à vous. Merci.